Salut tout le monde, c'est leur clap. Et oui, j'ai enfin un nouveau micro. Vous me l'avez demandé celui-là quand même. Et vous avez également été beaucoup à me demander à ce que je fasse un épisode 2 des reines les plus badass de l'histoire. À l'époque où j'avais sorti le premier épisode, je venais à peine de dépasser les 100 abonnés. Déjà à ce moment-là, j'étais trop heureux d'avoir franchi ce cap symbolique qui peut sembler petit pour vous, mais qui était déjà énorme pour moi. Aujourd'hui, on est plus de 800 sur la chaîne et j'espère que cette vidéo connaîtra un aussi gros succès que la précédente et qu'elle nous permettra de dépasser la barre des 1000 abonnés. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Il y a tellement d'histoires qui méritent d'être racontées sur ces grandes figures féminines qui ont marqué l'histoire, et la dernière fois je me suis concentré essentiellement sur des reines européennes, mais cette fois, j'aimerais vous proposer de partir avec moi vers d'autres continents. J'espère que vous apprécierez autant cet épisode, voire plus que le premier, et juste avant de commencer la vidéo, je tenais absolument à vous remercier infiniment pour votre soutien et votre écoute. Bon allez, c'est parti! Quoi de mieux pour commencer ce top que de parler d'une femme qui a défié l'Empire romain, Zénobie. Oui, on commence fort. Zénobie, ou Septimia Batsabé Zénobie, mais on va rester sur Zénobie, elle est née vers 240 après Jésus-Christ, à Palmyre, une cité située en Syrie actuelle. À l'époque, Palmyre c'était une cité libre placée sous la tutelle de l'Empire romain, et elle servait de carrefour commercial majeur entre l'Empire romain, l'Inde, l'Arabie et la Perse, ce qui en faisait une cité extrêmement prospère. Et Zénobie, elle a réussi à en épouser le souverain, Odénate, qui n'avait pas l'air de respirer la joie de vivre vu son portrait. Ce dernier avait réussi à s'imposer comme souverain par l'empereur Galien après l'avoir aidé à contrer une invasion perse. Avec Zénobie, ils eurent plusieurs enfants, notamment un garçon, Wabalat. Sauf que voilà, Odénate, il finit par mourir assassiné dans des conditions mystérieuses. Zénobie, elle devient alors reine consort et régente et déclara son jeune fils comme roi des rois, quelque chose qui n'avait pas forcément dû plaire à Rome. En effet, la jeune reine était très ambitieuse et rêvait d'une indépendance totale vis-à-vis de l'Empire romain, et vu le contexte de l'époque, elle pouvait se le permettre. En effet, le IIIe siècle fut une époque de crise pour l'Empire romain, souvent appelée la crise du IIIe siècle. Oui, ils sont pas trop foulés pour les noms. Rome était alors sous pression de tous les côtés, des barbares à l'ouest, les Sassanides à l'est, et des révoltes internes, avec plusieurs usurpateurs, comme on les appelait, qui réclamaient le trône impérial. Elle a ainsi vu une occasion d'étendre son pouvoir et de se libérer de la tutelle romaine. Elle chercha alors à étendre son influence et à établir son propre empire par les armes. Ainsi, en 270, son armée et elle avaient réussi à s'emparer de l'Égypte, de la Syrie et d'une partie de la Cappadoce. Elle alla encore plus loin dans la provocation contre Rome en s'autoproclamant Auguste, un titre généralement laissé aux empereurs romains. Mais bon, au bout d'un moment, ça suffit car il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, Maurice. Ainsi, en 272, l'empereur romain Aurélien, préoccupé par l'expansion territoriale de sa rivale, décida d'agir pour contrer cette menace en menant ses troupes dans une guerre contre Palmyre. Et malgré tous ses efforts, Zénobie ne parviendra pas à empêcher l'armée romaine de pénétrer en Palmyre. Après une ultime bataille en 273, Zénobie fut capturée par Aurélien. Selon différentes sources historiques, elle aurait été amenée à Rome enchaînée, mais ses capacités de commandante et sa bravoure suscitèrent le respect et Aurélien la traita relativement bien. Sa fin précise est incertaine, mais certains historiens suggèrent qu'elle aurait vécu toute sa vie en retrait jusqu'à sa mort, tandis que d'autres affirment qu'elle aurait été assassinée sous les ordres d'Aurélien. Quoi qu'il en soit, même si elle a connu la défaite, je trouvais que son histoire méritait d'être racontée, afin qu'on se souvienne d'elle comme un des plus grands adversaires de l'Empire romain. Et rares sont les femmes qui figurent dans cette liste. Pour celle-là, j'ai hésité jusqu'au dernier moment à la placer dans ce top, car je ne savais pas si je devais la mettre dans les reines les plus badass ou les plus terrifiantes de l'histoire. Mais vous comprendrez finalement pourquoi j'ai fait ce choix. On continue donc notre voyage en Chine, en 624. C'est à cette date que Wu Zetian vient au monde. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la Chine de l'époque, bien que patriarcale, était assez ouverte par rapport aux droits des femmes. Il était en effet pas rare de voir plusieurs femmes recevoir une éducation de qualité et contribuer aux arts picturaux et littéraires, et même à la politique du pays. Et Wu Zetian, elle a la chance d'être issue d'une toute jeune famille noble de l'époque, avec un père duc de Taïwan. Non, pas ce Taïwan. Aujourd'hui, ce serait plutôt dans la région du Shaanxi. Et elle a également du sang royal du côté de sa mère, puisque cette dernière était une membre de l'ancienne famille impériale chinoise. Oui, car juste avant la naissance de Wu, la dynastie des Sui venait d'être renversée par les Tang. Parenthèse fermée, très vite la jeune femme se distingue comme une jeune fille brillante, dotée d'un esprit vif et surtout d'une grande ambition. Et c'est à l'âge de 14 ans que sa vie va prendre une tournure exceptionnelle, quand elle entre dans la cour impériale comme concubine de l'empereur Taizong, alors âgée de 38 ans. Oui, c'est carrément cringe. Et encore plus cringe, toutes les concubines de l'empereur étaient réparties en différentes classes. Oui, ils étaient progressistes pour l'époque, mais c'était quand même le Moyen-Âge.
Et notre Wu, elle est à un des grades les plus bas. Mais bien qu'elle ne soit qu'une concubine mineure, son intelligence et sa maîtrise des lettres la distinguent rapidement des autres, ce qui lui permet de se rapprocher du fils héritier de l'empereur, le prince Lezi, posant ainsi les bases de sa future ascension. Grâce à ça, elle évite de justesse le sort qui l'attendait avec toutes les concubines sans enfants, qui, selon la tradition, devaient finir leur vie dans un monastère bouddhiste à la mort de l'empereur, qui arriva en 649. Mais bon, la vie monastique, c'était pas son truc à Wu. Devenue une des concubines principales du nouvel empereur, désormais connu sous le nom de Gaozong, elle réussit finalement à l'épouser après s'être débarrassée de la femme de ce dernier. Mais bon, c'est une affaire très sombre dont je parlerai un peu plus tard dans la vidéo, ne vous en faites pas. Ainsi, en 655, elle devient impératrice, et pendant de longues années, elle règne aux côtés de son époux. Et quand Gaozong finit par mourir en 683, Wu Zetian devient impératrice douairière, contrôlant ainsi les affaires de l'État à travers ses fils, Zongzong et Ruizong. Bon, je m'excuse par avance pour avoir écorché ces noms. Mais elle considère rapidement qu'ils ne sont pas à la hauteur de gouverner. D'un côté, elle jugeait que Zongzong était trop influencé par son épouse et elle lui retire son titre de prince héritier en faveur de Ruizong, qui n'était qu'une marionnette entre ses mains. Le jeune prince restait en effet confiné dans le palais impérial pendant que sa mère dirigeait le pays. Et en 690, Wu Zetian franchit un pas audacieux. Elle proclame officiellement la fin de la dynastie Tang, vous savez celle de son mari et de son ancien amant, et fonde sa propre dynastie, la Zhou, devenant officiellement l'empereur de Chine. Pas impératrice, empereur. Dans l'histoire de la Chine, c'est la seule et unique fois qu'une femme a obtenu ce titre. Pour asseoir sa légitimité, elle mettra en avant des arguments religieux, notamment en s'appuyant sur le bouddhisme, se présentant comme une réincarnation de Maitreya, une figure messianique bouddhiste, pour justifier son règne et fait également circuler des prophéties affirmant qu'une femme devait gouverner pour apporter la paix et la prospérité dans le pays. Et malgré sa prise de fonction très discutable, on va pas se mentir, on peut dire que son règne s'est plutôt bien passé. Elle a renforcé entre autres le système des examens impériaux, permettant aux hommes de talent, quelle que soit leur origine sociale, d'accéder à des fonctions gouvernementales, et elle a également accordé des allègements fiscaux aux paysans. Ah bah encore une chance! Ces points que je viens de citer et le fait qu'elle a été empereur de Chine m'empêchent de la classer dans une autre catégorie de souveraines, à savoir les plus terrifiantes de l'histoire. Si ce top vous intéresse, dites-le moi en commentaire, j'en ferai une vidéo. Parce que oui, malgré ses qualités de leader, elle était aussi connue pour sa cruauté envers ses opposants, notamment en faisant exécuter des milliers de fonctionnaires qu'elle accusa de trahison, ainsi que des membres de sa propre famille. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous parler de la façon dont elle est devenue impératrice. À l'époque où elle n'était que la principale concubine de l'empereur, elle était tombée enceinte de ce dernier. Forcément, un fils lui aurait permis de s'affirmer encore plus dans la sphère du pouvoir, mais manque de bol pour elle, c'était une fille. Mais elle était bien décidée quand même à s'en servir pour arriver encore plus vite à ses fins. Elle fit alors venir l'impératrice pour qu'elle rencontre le nouveau-né, puis, quand ce fut au tour de l'empereur, ce dernier découvrit un enfant mort dans le berceau. Wu Zetian accusa alors ses servantes d'avoir assassiné son enfant, mais ces dernières accusèrent alors, à leur tour, la dernière personne à être venue voir le bébé, à savoir l'impératrice. Ces dernières, accusées de meurtre, furent ainsi répudiées, ce qui permit à Wu Zetian d'épouser l'empereur et de prendre le pouvoir. Mais si les causes du décès ne sont toujours pas prouvées, beaucoup de personnes affirment que ce serait en réalité Wu Zetian qui aurait elle-même assassiné son enfant pour devenir impératrice. C'est absolument terrifiant. Vers la fin de sa vie, Wu Zetian, désormais âgé, va s'isoler et confier le pouvoir à ses favoris, et en 705, un coup d'état organisé par des membres de sa famille et des officiers de l'armée la force à abdiquer. Sa dynastie des Zhou disparaît alors pour établir celle des Tang sous le règne de son fils Zongzong. Wu Zetian meurt peu après à l'âge de 81 ans et est finalement enterré aux côtés de Gaozong. Si l'héritage de Wu Zetian reste controversé, elle est une figure à la croisée des chemins entre la tyrannie et vision réformatrice, entre le pouvoir absolu et modernisation, et c'est cette dualité qui fait d'elle un personnage si captivant et fascinant, et c'est pourquoi je voulais absolument partager son histoire avec vous. On continue notre voyage en se rendant en Afrique cette fois. Nzinga Bande, elle est née en 1583 dans le royaume de Ndongo, dans l'actuel Angola. Elle appartient à la famille royale et elle est la fille du roi... Non, désolé, j'ai trop écorché les noms dans cette vidéo, je ne vais pas continuer, donc je vous mets son prénom juste ici. D'ailleurs, en parlant de prénom, celui de Nzinga, il évoque un lien sacré. Selon la légende, elle est née avec le cordon ombilical enroulé autour du cou, signe de prédestination à un grand destin dans les croyances locales. Parce que pourquoi pas, hein. Si ça se trouve c'est peut-être vrai, demandez à vos parents si c'était le cas pour vous à votre naissance. Et si c'était pas le cas, courage à vous les gars!
Et à l'époque, le royaume de Ndongo, il fait face à une pression croissante des Portugais, qui cherchaient alors à contrôler le territoire et à exploiter ses ressources, notamment en intensifiant le commerce des esclaves, qui était alors florissant avec la découverte récente des Amériques. C'est dans ce contexte que la jeune Nzinga se formera, acquérant des compétences en matière de diplomatie et de stratégie. Et lorsque son père meurt, le trône fut occupé par son frère, Ngola Bandé, mais ce dernier fit souvent appel à elle pour aller négocier avec les Portugais. Ces derniers avaient en effet une haute estime d'elle et étaient impressionnés par son habileté lors des missions diplomatiques. Ce fut d'ailleurs au cours d'une de ces entrevues qu'un épisode célèbre de ce personnage eut lieu. Lors d'une rencontre, les Portugais, cherchant à l'humilier, ne lui fournissent pas de siège. Mais Nzinga, loin de se laisser faire, s'assied alors sur le dos d'une servante pour se mettre à hauteur des négociateurs, symbolisant son égalité avec eux. Et après un énième traité signé mais non respecté par les Portugais, Nzinga finit par devenir reine quand son frère meurt, probablement empoisonné. Devenue reine en 1624, son règne est immédiatement contesté car le patriarcat dominant refuse l'idée d'une femme dirigeante. Et en 1626, après avoir été chassée de son royaume par une coalition d'opposants locaux et de Portugais, Nzinga se réfugie dans le royaume voisin de Matamba. Elle s'y impose alors comme reine et transforma Matamba en base de résistance. Clairement, elle ne perdait pas de temps. Et dans la foulée, elle noue une alliance avec les Hollandais, ennemis jurés des Portugais, renforçant ainsi son pouvoir et son arsenal militaire. Très vite, la reine déchue est devenue une grande guerrière, menant une guerre asymétrique contre les Portugais, utilisant des tactiques de guérilla, des embuscades, des manœuvres stratégiques, n'hésitant pas à nouer des alliances avec d'autres royaumes africains pour repousser les envahisseurs. Et après des décennies de combats, elle réussit à négocier un traité de paix avec les Portugais en 1656, mettant ainsi fin à l'instabilité dans son royaume. Durant ces dernières années, Nzinga travailla à la reconstruction du Matamba et encouragea le commerce avec d'autres puissances européennes, tout en continuant à résister contre l'exploitation portugaise. Et après 40 années de règne, marquées par une lutte incessante pour la liberté de son peuple, Nzinga Bandé meurt en 1663 à l'âge de 80 ans. Aujourd'hui encore, elle est perçue comme une figure emblématique de la lutte contre le colonialisme et l'oppression en Afrique. Et en Angola, elle est même vénérée comme une héroïne nationale, avec des statues célébrant sa mémoire. Bon, pour la dernière souveraine, je vous propose de vous rendre en Europe. J'en ai déjà un peu parlé dans ma vidéo consacrée aux plus grands conflits de chaque pays européen, mais je me suis dit que ce serait vraiment dommage de ne pas parler davantage de cette figure historique hors du commun. Marie-Thérèse, elle est née en 1717 à Vienne, dans la famille des Habsbourg, l'une des dynasties les plus puissantes d'Europe, et également une des plus consanguines de l'histoire. Et c'est la fille du puissant empereur Charles VI, et qui est un des souverains les plus puissants d'Europe à ce moment-là. Le truc c'est que Charles, il n'avait pas de fils pour lui succéder, ce qui était un peu le standard à l'époque. Et la dernière fois qu'un grand souverain s'est retrouvé sans héritier mâle, c'était avec Charles II d'Espagne, issu lui aussi de la famille des Habsbourg, qui semble être le parfait exemple de pourquoi il faut pas se marier quand on fait partie de la même famille. Et ça avait mené à une des plus grandes guerres de l'histoire du continent européen. J'en parle également plus en détail dans ma vidéo consacrée, n'hésite pas à aller la voir, lien en description. Ne voulant pas que sa lignée s'éteigne, il décide de publier la Pragmatique Sanction, un décret qui garantissait que ces terres pourront être héritées par une femme, en l'occurrence sa fille aînée Marie-Thérèse. Et à sa mort en 1740, sa fille, âgée de seulement 23 ans, hérite donc des immenses territoires des Habsbourg, couvrant l'Autriche, la Bohême, la Hongrie et plusieurs autres régions. Qui plus est, son mari devient même l'empereur du Saint-Empire germanique. Donc oui, quand vous regardez cette carte, vous comprenez que ce couple était un peu un incontournable dans le monde politique de l'époque. Cependant, la décision de son père ne fit pas l'unanimité en Europe, et il déclencha une série de rivalités et de guerres. Et dès la mort de Charles VI en 1740, la situation va dégénérer. Marie-Thérèse, la nouvelle impératrice, doit en effet faire face à ce moment-là à une coalition formée de puissances rivales, à savoir la Prusse, la France, l'Espagne et la Bavière. Pour vous expliquer rapidement, la Prusse, dirigée par Frédéric II dit le Grand, envahit la Silésie, une région qui était riche en ressources qu'elle convoitait depuis très longtemps. La France et l'Espagne, quant à elles, s'allient avec la Bavière qui était un prétendant au trône impérial, espérant profiter de l'instabilité de la région pour étendre leur influence. Ce conflit devient un véritable chassé-croisé de batailles et de sièges, et Marie-Thérèse, malgré ses difficultés, réussit à obtenir le soutien de l'Empire britannique, des Provinces-Unies et de la Russie. Et en dépit de la perte de la Silésie au profit de la Prusse, après plusieurs batailles et après plusieurs milliers de morts, la reine parvient à maintenir l'essentiel de ses territoires, affirmant donc son autorité en Europe. Autorité qu'elle affirmera à nouveau pendant la célèbre guerre de 7 ans. Mais vous savez quoi, il ne faut pas simplement retenir son parcours militaire, parce qu'elle était également une grande réformatrice, pragmatique et visionnaire. Elle favorisa notamment le développement industriel et agricole de son pays, elle encouragea l'innovation, lutta contre la corruption, et imposa même une éducation primaire obligatoire pour l'ensemble des garçons et des filles de son royaume,
une initiative qui était vraiment révolutionnaire pour l'époque. Ainsi, pendant 40 ans, elle régna sur l'Autriche, servant avec dévouement son pays contre les ambitions de ses voisins, qu'il avait bien trop sous-estimées simplement parce qu'elle était une femme. Marie-Thérèse d'Autriche est donc une figure fascinante, alliant à la fois force de caractère et habileté politique, tout en affrontant des défis immenses, prouvant donc que le genre d'un individu n'est clairement pas un facteur majeur pour faire un grand dirigeant. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 2 du top 4 des reines les plus badass de l'histoire. Ces femmes ont non seulement dominé leur époque, mais elles ont aussi laissé un héritage qui résonne à travers les siècles. Leur courage, leur ambition et leur détermination montrent bien que, même dans des sociétés patriarcales, les femmes peuvent imposer leur vision et leurs valeurs. Aujourd'hui encore, dans un monde où les inégalités entre les hommes et les femmes persistent, ces figures historiques nous rappellent qu'avec résilience et audace, il est possible de briser les plafonds de verre, de changer les mentalités et de redéfinir les normes. Pour ma part, c'est toujours un immense plaisir de vous faire découvrir ces figures historiques hors du commun et de contribuer à ma manière à mieux faire connaître le rôle essentiel que les femmes ont joué dans l'histoire. Dites-moi en commentaire de quelle reine vous souhaiteriez que je parle la prochaine fois pour un éventuel épisode 3. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour ne jamais rien manquer de mes prochaines publications. On n'a peut-être pas encore de sponsor, mais on approche à grands pas des 1000 abonnés. Alors n'hésitez pas à rejoindre cette toute jeune aventure et à m'aider à rentabiliser mon nouveau micro. Moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, c'était Lord Clap, et bonne année à tous.